Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire le test TED Student pour un seul échantillon. Donc, pour ceux qui se sont déjà abonnés à Minikun Tutorials, vous savez bien que j'ai déjà fait des tutos sur le test TED Student pour deux échantillons, que ce soit des deux échantillons ou si vous voulez deux groupes appariés ou bien non appariés. C'est des deux groupes indépendants ou dépendants. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Et je vous conseille fortement d'aller regarder ces vidéos. En regardant au-dessous dans la boîte de description de cette vidéo, vous allez trouver les liens pour regarder mes tutos précédents sur les tests de students pour deux échantillons, si vous voulez deux populations ou deux groupes appariés. Pourquoi cela est très important? Parce que dans mes tutos précédents, j'ai pris mon temps pour... Je me rappelle que j'avais mis plus d'une heure pour expliquer le principe des tests et des students, que ce soit pour un seul échantillon, deux échantillons appariés ou non appariés, et même le principe des analyses des variances qu'on appelle ANOVA, dans le cas où on a plus de deux ou plus de deux populations à comparer. Donc, pour notre tuto aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir le test des students pour un seul échantillon. Et quel est le but du test des students pour un seul échantillon? C'est pour déterminer si la moyenne d'une population inconnue, c'est-à-dire vous avez une population, généralement c'est difficile de connaître la moyenne d'une population parce que ça demande beaucoup de ressources financières, parce que pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la taille de la population en question. Donc, il faut employer des gens qui vont aller compter l'ensemble de cette population. Imaginez que on veut tester, par exemple, en vie réelle, l'efficacité d'un médicament qui est contre le surpoids. Et ce médicament est pris, par exemple, par les femmes. Donc, on ne peut pas dépenser d'argent pour aller compter toutes les femmes dans le monde qui consomment ces médicaments contre le surpoids. Et après aussi prendre le temps pour calculer, c'est-à-dire l'IMC. L'IMC en anglais, c'est le BMI, c'est le Body Mass Index, l'indice de masse corporelle. On ne peut pas calculer l'IMC de chaque femme, après calculer l'IMC moyenne de toute cette grande population. Après, maintenant, on va utiliser la valeur moyenne de BMI de cette population pour le comparer à notre valeur spécifique de référence, ou sur les valeurs moyennes spécifiques de référence. On suppose que l'IMC moyenne d'un adulte, par exemple, normal, est de 18,5. Donc, le but du test de student, c'est ça en fait. C'est le fait qu'on ne peut pas, c'est-à-dire calculer la moyenne de notre population d'intérêt et le comparer à notre variable de référence. Le but, c'est quoi? C'est que on va faire recours à un test statistique qu'on appelle un test d'étudiant pour un seul échantillon. Qui dit un seul échantillon dit une seule population d'intérêt. Puisqu'on va tirer un échantillon aléatoire, par exemple des 20 personnes de cette population, des femmes qui consomment le médicament d'intérêt, et le test est à travers cet échantillon qu'on a tiré, parce que au moins on va connaître la variance de l'échantillon, on va connaître comment on l'appelle, on connaît déjà la taille de l'échantillon et on connaît pas mal de paramètres sur notre échantillon, on connaît la moyenne de notre échantillon et on va pouvoir inférer, ou si vous voulez déduire, si la valeur moyenne de l'IMC chez la vraie population sera inférieur, sera différent de valeur de référence, c'est-à-dire est-ce que ce sera inférieur ou supérieur. Au cas où c'est inférieur de notre valeur de référence, qu'on suppose que le BMI adulte normal c'est 18,5. Si c'est supérieur, si c'est inférieur, ça veut dire que notre médicament anti-surpoids fait bien son boulot, et ça veut dire que le médicament
qui a été approuvé pour mettre dans le marché est vraiment efficace en vie réelle chez les gens qui le consomment. Si jamais le BMI, l'IMC moyenne est supérieur à notre valeur de référence qu'on suppose d'être 18,5, dans ces cas, ça veut dire que soit le médicament est un facteur de risque, c'est-à-dire il favorise le surpoids chez cette population-là, soit peut-être il y a d'autres facteurs qui, voilà. Et si jamais le test montre que l'IMC moyenne de notre population d'intérêt n'est pas significativement différent de 18,5, c'est-à-dire c'est égal, autrement dit, ça veut dire tout simplement que le médicament n'est pas efficace. Donc, en gros, ça c'est le principe de tester les students. Le but c'est de tirer un échantillon aléatoire d'une population d'intérêt. Et le but, c'est quoi? De comparer, ou si vous voulez, de tester pour déterminer si la moyenne de notre population d'intérêt est significativement différente d'une valeur de référence donnée. Dans l'exemple que j'ai donné, on suppose que la valeur de référence de BMI, c'est-à-dire le BMI moyenne pour un adulte normal, c'est 18,5. Donc c'est ça le principe de tester les students. Pour ce faire, je vais utiliser un jeu de données qui se trouve dans le bureau. Il s'agit d'un fichier CSV que j'ai nommé T-test. Donc je vais l'importer et je vais le nommer BMI Data. BMI veut dire Body Mass Index, en français c'est l'IMC. Si vous avez des difficultés pour importer des données dans R, ne vous inquiétez pas, regardez dans ma chaîne et vous allez trouver des tonnes de vidéos sur comment importer des données dans R ou RStudio. Et sans trop parler, je vais importer les données. L'importation est faite, il n'y a pas d'erreur. Après, on va essayer d'afficher les données en disant print entre parenthèses BMI data. Et vous voyez notre échantillon de 20 femmes qui prennent le médicament contre le surpoids. Et vous voyez ici les BMI. Donc, à travers cet échantillon, on va déduire est-ce que le BMI moyenne, si vous voulez, l'IMC moyenne de la vraie population des femmes qui consomment ces médicaments est significativement différent de 18,5 par exemple. Et on peut attacher notre jeu de données. Donc, après, on va procéder par notre... Mais avant de faire le test, il est important de vérifier que les conditions du test soient satisfaites. Sachant que le test des students, c'est quoi? C'est un test paramétrique. La fiabilité du test est basée sur certaines hypothèses que, c'est-à-dire la population de notre, la variance ou la distribution, excusez-moi, la distribution de notre population d'intérêt soit normale, ou si vous voulez, il faut que ça suive la Gaussian law, loi normale, tout simplement. Donc, ce qui fait que le test des students, il est très sensible à la distribution de notre population d'intérêt. Et si jamais vous êtes certain que votre population d'intérêt ne suit pas une loi normale, il vaut mieux faire un test non paramétrique. Dans ces cas, le test non paramétrique parce que le test non paramétrique c'est basé sur le rang, ça ne nécessite pas que la distribution de la population suive une loi normale ou pas. Donc ça c'est qu'on appelle, en ce qui concerne le test non paramétrique pour la comparaison de la moyenne d'une seule population à une valeur de référence. Ça s'appelle le test de Wilcoxon pour un seul échantillon. Donc c'est le test non paramétrique pour le test des students. Et pour vous dire, il y a un autre test aussi qu'on pourrait aussi faire, qui est le test Z. Sauf que pour le test Z, il faut connaître au préalable les cas types, ou la variance de la population d'intérêt, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc, on doit faire recours au test des students. Et si on veut faire le test des students, on est obligé de vérifier que
la condition importante soit satisfaite, c'est-à-dire que la population d'intérêt suive une loi normale. Pour vérifier ça, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui font tout simplement un histogramme. J'ai dit une histogramme, c'est-à-dire de l'échantillon. Par exemple, on va faire une histogramme de la distribution des BMI ou si vous voulez de l'IMC, qui est notre variable d'intérêt ici. Et si on trouve qu'elle est normale, on suppose que ça veut dire que oui, dans la vraie population aussi, sa distribution sera normale. Pourquoi? Si vraiment la population d'intérêt suit une loi normale, c'est-à-dire, et on a tiré notre échantillon de manière aléatoire, donc ça veut dire que ce qu'on va voir sur l'échantillon reflète la réalité. Mais il faut quand même des tests plus poussés pour pouvoir dire des choses comme ça. Est-ce que c'est pas par le hasard? Donc on doit faire le test. Donc pour faire le test, il y a plusieurs façons. Généralement, le test que je vous recommande, c'est le Shapiro test. Mais graphiquement, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le QQ-plot, qui n'est pas aussi mal. Donc, on va commencer d'abord par le QQ-plot et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, pour faire cela, il nous faut un package qui s'appelle ggpubr. Donc, on va dire install. Pardon. Donc, j'ai changé la langue de mon PC. C'était en anglais. Je le mets en français. C'était, voilà, c'est bon. Bref, install.packages en parenthèse, en guillemets, on va dire ggpubr. Ce package contient un code qui s'appelle ggqqplot et ça nous permet en fait de faire notre QQplot. Donc, je vais choisir l'écran, je prends la France parce que je suis actuellement à Paris. Donc, et je vais faire mon installation. Si vous n'êtes pas en France et si jamais vous arrivez à Paris, n'oubliez pas de me chercher, je suis là. Voilà, l'installation est faite. Très bien, et on va le charger. Pour le charger, on dit quoi? On dit library. En parenthèse, le nom de notre package qui est ggpubr. Ferme la parenthèse et on la charge. On a chargé notre package sans aucun souci. Bref, il nous a dit quoi? Je pense que ça c'est fait, hein, mais je vais répéter encore. Load this package. Et ça c'est fait parfaitement. Et maintenant on va faire notre QQplot. Donc on dit QQplot en parenthèse, notre variable d'intérêt c'est quoi? Rappelez-vous, je vais imprimer les données encore. La variable d'intérêt ici, parce que le variable d'intérêt ici c'est le BMI, c'est notre variable numérique qu'on cherche à calculer la moyenne de notre échantillon, et pour utiliser ou se servir de cette moyenne pour pouvoir déduire est-ce que la moyenne de la population sera aussi significativement différent ou pas de notre valeur de moyenne de référence qui est 18,5. Donc, la variable d'intérêt, je répète, c'est le BMI. Et normalement, on devait dire BMI data $ BMI, mais parce que j'ai déjà attaché mes données, c'est ça l'intérêt d'attacher des données. Donc, si j'ai attaché mes données, je peux aller dire BMI directement. Et R va reconnaître cette variable. J'ai pas besoin d'utiliser le $. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, il faut dire ggqqplot. Voilà. Et vous voyez qu'il nous a fait notre coupe ggqqplot. Une très jolie coupe, comme vous voyez ici. J'essaie de diminuer la taille. Donc c'est une très jolie coupe qui nous a fait, mais l'interprétation c'est là où on va galérer.
Je rigole, c'est pas du tout difficile. Généralement, c'est une coupe qui est faite en fait entre ce qu'on appelle le quantile théorique et le quantile observé. Donc, il va vous faire en ordonnée, c'est quoi? C'est le quantile de votre échantillon, sample, et en abscisse, ce sont des quantiles théoriques, d'accord? Et il va vous tracer ces liens-là. Donc, maintenant, les individus, le nuage que vous voyez ici sont les individus. Donc, il a tracé l'IMC de chaque individu, l'IMC de chaque individu. Et le but, en fait, c'est quoi? C'est que pour une distribution normale, si la distribution de votre population est normale, parce que si le lien que vous voyez ici, qui est ce lien-là, ça correspond à une distribution normale pour une population normale. Donc, si on trouve que le nuage des points se trouve sur ces liens-là, supposons que tous les individus, tous les points se trouvaient sur ces liens-là, sur ces lignes-là, donc ça aurait dit quoi? Ou bien ça aurait signifié que la distribution de notre population d'intérêt était parfaitement normale. Mais dans notre cas, on trouve que ce n'est pas le cas. Il y a quelques points qui se rapprochent et relativement tous les points sont très proches de la ligne et il y a pas mal qui se trouvent, et 1, 2, 3 qui se trouvent sur la ligne. Mais tout ça là, graphiquement, nous dit que relativement notre population d'intérêt suit une loi normale. C'est-à-dire la BMI, ou l'IMC de la population qui prennent ces médicaments contre le surpoids suivent relativement une loi normale. Et on trouve que c'est halo qui est là ici. Tous les valeurs, tous les individus, tous les points se trouvent à l'intérieur de ces halos-là. Sauf ces points qui sont un peu écartés. Il n'y a pas de valeurs extrêmes. Donc, ce qui veut dire que relativement notre population d'intérêt suit une loi normale et qu'on peut faire le test des students. Mais si cela ne vous suffit pas, on peut toujours procéder à faire le test statistique, parce que le test statistique c'est plus concret ou quoi par rapport au graphique. Donc on va dire, pour faire le Shapiro test de normalité de notre distribution de notre population, on va avoir besoin d'un paquet qui s'appelle comment il s'appelle, CAR. Donc on va dire install.packages en parenthèse entre guillemets CAR, et je vais installer ce package. L'installation est faite et on va le charger dans notre librairie en utilisant librairie entre parenthèses CAR. Ça c'est fait. Sinon je répète, librairie doc, et ça c'est fait sans aucun problème. On continue. Maintenant, pour faire le test de Shapiro, pour tester la normalité de notre population d'intérêt, qu'est-ce qu'on fait? On dit Shapiro.test entre parenthèses notre variable d'intérêt qui est le BMI. On ferme la parenthèse et si j'exécute ça, voilà, il nous a affiché les résultats du test avec une p-valeur supérieure à 0,05. Donc, l'hypothèse nulle dans ces tests, c'est quoi? C'est que la distribution de notre population d'intérêt est égale à une distribution normale. L'hypothèse alternative, c'est que la distribution de notre population d'intérêt est indifférente d'une loi normale. Donc, puisque le p-valeur est supérieur à 0,05, ça veut dire que on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, ce qui veut dire que
la distribution est quoi? Normale. Et pour cette raison, on peut faire notre test des students qui est sans problème parce que les conditions d'un test paramétrique sont satisfaites. Donc, avant de faire le test, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut au moins calculer la moyenne de votre échantillon. Si vous vous rappelez, lorsqu'on faisait le test des students pour deux groupes indépendants ou même deux groupes dépendants, qu'est-ce qu'on faisait? On explorait nos données avec des graphiques comme les boîtes à moustaches dans le but de comparer les moyennes, si vous voulez, et même les médians des deux populations, parce que ça nous donne une idée préalable avant même de poser, qui va nous guider dans la formulation de nos hypothèses de recherche. Parce que le principe c'est quoi? C'est que si le test a prouvé que la population d'intérêt suit une loi normale, donc si la population d'intérêt suit une loi normale et on a tiré notre échantillon de 20 personnes de manière aléatoire, donc on attend que tout ce qu'on observe sur l'échantillon ressemble à ce qui est réel dans la population. Même si on ne connaît pas la valeur réelle de la BMC moyenne de la population, mais l'échantillon va nous donner une idée et en se basant sur la valeur moyenne de l'échantillon, bien que ça peut être biaisé, mais ça peut nous aider à formuler bien nos hypothèses. Donc, on va calculer la moyenne de notre échantillon en disant min entre parenthèses BMI. Donc, si j'exécute ça, on va voir. Il nous a donné une valeur moyenne de 18,4. Donc, sachant que notre valeur de référence de BMI, c'est combien? C'est 18,5. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Comme hypothèse, nous, on peut supposer que l'hypothèse nulle, on peut supposer que le BMI moyenne, l'IMC, mais moi j'utilise BMI, veut en anglais c'est pareil. BMI c'est l'IMC en fait. Voilà. Donc on va dire BMI moyenne de la population est égal à combien? 18,5. Et comme l'hypothèse alternative H1, on va dire le contraire. Ça veut dire qu'il sera indifférent de 18,5. Soit c'est inférieur ou c'est supérieur. Donc si c'est inférieur, ça veut dire que puisque notre médicament, quand on cherche à étudier chez cette population de femmes qui le consomment, c'est quoi? C'est un médicament contre la prise de poids. Donc, si jamais le test nous montre que le BMI moyen de la population est inférieur à 18,5, qui est la valeur de référence, donc, ça veut dire que le médicament est efficace. Mais si jamais il est supérieur, comme j'ai expliqué, ça veut dire soit le médicament est plutôt un facteur de risque et augmente le poids chez les femmes, soit il y a d'autres facteurs qui, voilà. Et on va mettre notre alpha. S'il est égal, le test a montré qu'il n'y a pas de différence significative, donc ça veut dire que notre médicament n'est pas du tout même efficace. Alpha est égal à 0,05, soit 5%. Donc notre niveau de confiance sera combien? 95%. Après, puisqu'on a dit soit supérieur ou égal, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un test bilatéral ou à deux queues. Donc en anglais on dit two-sided. Si jamais ici par exemple, parce que c'est l'hypothèse nulle qui porte toujours l'égalité. Donc si on avait supposé que le BMI moyen de la population sera inférieur ou égal à 18,5,
si c'était ça notre objectif, donc l'hypothèse alternative ici aurait été quoi? Si vous voulez, on va faire comme ça, d'accord? On suppose que, on va faire comme ça, on suppose que notre objectif c'était, parce que on cherche quand même à dire des choses en faveur de notre médicament, que oui, le médicament fait quand même du bon boulot. Donc s'il fait du bon boulot, qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'IMC de la population, l'IMC moyenne de la population qui le consomme soit inférieur ou égal, ou égal à 18,5. Donc c'est ce qu'on va attendre, soit inférieur ou égal à 18,5, n'est-ce pas? Et dans ces cas, ici sera quoi? Supérieur. Et si ici c'est supérieur, donc ce n'est pas two-sided, ce sera plutôt un test qu'on appelle un test unilatéral droite. Ça veut dire supérieur. Donc ce test de supériorité, donc on dit greater en anglais, greater. J'ai déjà fait une vidéo dans la version anglaise, j'avais supposé que comment on appelle, j'avais fait une test bilatérale. Donc dans la version française, j'avais fait un test de supériorité. Donc on a dit que on a supposé qu'il soit inférieur ou égal à 18,5. Donc ici c'est supérieur à 18,5. Et dans ces cas, il s'agit d'un test quoi, unilatérale droite, c'est-à-dire supériorité greater. Si jamais on avait mis ici supérieur ou égal, donc ici sera inférieur et on va mettre less, inférieur, less. On aurait mis comme ça, L, E, je vous montre, L. Si ici c'était inférieur, on va mettre less, L, S, S comme ça. Mais puisque c'est supérieur, on va mettre greater. Super. Maintenant, on a fini de poser nos hypothèses et on va... Donc, c'est test unilatéral droite, greater. On va faire le test. Pour faire le test, on va dire t-test, entre parenthèses. On met notre variable d'intérêt qui est le BMI, on met virgule, on précise la valeur de référence. Donc, MU est égal à 18,5. La valeur de référence, c'est ce qu'on appelle le MU dans R. Pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos sur t-test, test de student pour 2 échantillons, le MU n'est pas la valeur de référence, moyenne de référence ou voilà, la valeur standard, mais c'est plutôt la différence entre la moyenne des 2 populations. Mais dans le test, le student a un échantillon, le MU ici représente la valeur moyenne de référence ou la valeur moyenne standard on a dit que c'est 18,5. Et après vous allez préciser l'hypothèse alternative. Donc vous allez dire égal, si c'était un test bilatéral, comme je vous avais écrit ici, on devait mettre two-sided. Si c'est un test unilatéral gauche inférieur ici, donc on va mettre less. Mais puisque c'est un test unilatéral droite, donc supériorité, on va mettre greater. Vous mettez virgule. Après, il faut préciser votre niveau de confiance. Donc, si on a pris le risque alpha d'être 0,05, on aura combien de niveau de confiance? 95%, soit combien? Donc, conf level, niveau de confiance, conf.level sera égal à 0,95, 95%, 0,95. Et là, on est bon normalement. On va faire notre test. Donc, voici les résultats.
notre test nous a donné cette statistique. Et vous voyez la p-valeur qui est 0,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la p-valeur est 0,5, ça veut dire que l'hypothèse alternative est vraie. Est-ce que c'est ça? Non. Il a dit quoi? Alternative hypothesis. True mean is greater than 18.5. Donc, ça n'a rien à voir. Il est juste en train de nous... Parce qu'on a dit, on a fait un test unilatéral droite. Donc, c'est ce qu'il a interprété. Parce qu'on a dit ici que c'est greater. Donc, il nous a dit que c'est juste... Il est en train juste de réciter ce qu'on a saisi. Mais ce n'est pas l'interprétation de notre résultat du test. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut regarder la p-valeur. La p-valeur est quand même supérieure à 0,05. Donc, si la p-valeur est supérieure à 0,05, ça dénote alpha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quoi? Il y a plus de chances que même s'il y avait une différence, il y a plus de chances que cette différence soit due au hasard, c'est-à-dire aux fluctuations d'échantillonnage, puisque le p-valeur justifie ou valide le fait que il y a plus, ça veut dire il n'y a pas vraiment de différence, parce que le p-valeur est supérieur à 0,05. Dans ces cas, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Et si on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle, qu'est-ce que ça veut dire? On va conclure. Donc, on va dire p-valeur est supérieur à 0,05, ce qui veut dire qu'on ne peut pas conclure que la BMI moyenne de la population est significativement quoi? Différente de 18,5. Autrement dit, notre médicament n'est pas efficace. Mais est-ce qu'on peut dire que le médicament n'est pas efficace? Non, parce que sachant que peut-être qu'il n'y a pas assez de puissance, sachant que oui, voilà, notre test n'est pas assez puissant. On a fait notre test sur un échantillon juste de combien? De 20 personnes. Peut-être que c'est dû au hasard si on avait fait le test sur un grand nombre de personnes, parce que plus la taille de l'échantillon est grande, plus ça sera plus proche à la réalité. Plus la taille est grande, plus ça va refléter, ça va se ressembler beaucoup à la vraie population. Donc, on ne peut pas conclure. Ça veut dire, même si on retient notre hypothèse nulle, ça ne veut pas dire que le médicament n'est pas efficace. Peut-être que le médicament est efficace, mais notre test n'est pas assez puissant. La taille de l'échantillon n'est pas énorme pour pouvoir mettre en évidence ces différences. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner à Minicoon Tutorials. Au revoir.